Mais vous savez, l'expérience prouve qu'il vaut mieux être peu nombreux et en bonne compagnie que vous connaissez la suite. Donc l'association Carpentras à cœur est très heureuse de vous accueillir. Et pour écouter Jacques Bompard sur un thème général qui est évidemment d'une actualité extrêmement pressante, voire trop pressante, sur la politique familiale. Alors, c'est toujours un exercice un peu compliqué de présenter Jacques Bompard, qui ne le connaît pas, hein, dans le département en tout cas. Je voudrais, pour présenter Jacques, dire trois choses. Premièrement, que c'est un homme politique enraciné localement. Deuxièmement, que c'est un homme politique catholique et courageux. Et enfin, que c'est un homme politique qui est fidèle à ses engagements. C'est un homme politique enraciné localement. Et je rajouterais que c'est un gestionnaire absolument exemplaire. Jacques a été donc élu maire d'Orange en 1995 et il a été réélu depuis sans discontinuité et cela dès le premier tour. Ça mérite d'être souligné parce que de mémoire d'Orangeois, ça n'existait pas depuis 1945. Jacques est le député, comme vous le savez, de la 4e circonscription de Vaucluse depuis 2012 et force est de constater que c'est le député le mieux élu de Vaucluse. Il est le premier vice-président de la communauté des communes des pays de Rhône et de Louvèze depuis le mois de mars 2015. Ce qui prouve qu'il a la confiance des autres maires locaux. Précédemment, Jacques Bompard a été député entre 86 et 88, conseiller régional de 86 à 2002, conseiller général de 2002 à 2012. Donc c'est vraiment un homme local, de terrain, bien ancré. Il a été membre fondateur du Front National qu'il a quitté en 2005 et c'est en 2010 qu'il a créé donc, la Ligue du Sud. Deuxièmement, c'est un homme politique catholique, courageux et engagé au service de la vie. Et là, ça nous recentre davantage sur le cœur de notre après-midi. J'ai dénombré 32 propositions de loi ou de résolution, c'est un député travailleur, dont certaines qui méritent donc attention. Proposition de loi visant à protéger l'embryon, une proposition de loi récente, à 2017. Une proposition de loi visant à promouvoir des solutions alternatives à l'avortement en mai 2015. Une proposition de loi relative à la clause de conscience des pharmaciens, ça c'est tout récent, c'est le mois d'août dernier. Et puis, une proposition de loi de résolution relative à la christinophonie en juillet 2015. Et en outre, il a été le co-signataire d'une proposition de loi constitutionnelle de M. Gilbert Collard prohibant le mariage entre deux personnes même sexe. Jacques a été présent avec Marie-Claude à toutes les manifs pour la vie. Et contre la loi d'Iran, à Marseille, à Paris. Il a été également l'organisateur de la première journée parlementaire pour la vie, au mois de mai dernier. Journée tout à fait riche, donc à laquelle participait le père Alain Bureau, notamment. Et Jacques, en fait, est également connu pour le grand discours qu'il a effectué, qu'il a prononcé le 26 novembre 2014, discours dans lequel il a demandé pardon pour toutes les victimes de l'avortement. Ce discours a été prononcé donc, à l'occasion de la proposition de résolution visant à reconnaître l'avortement comme un droit fondamental. Enfin, Jacques Bompard est un homme politique fidèle à ses engagements, qui défend le bon sens au service du bien commun. Alors c'est une formule qui vous est chère, je le sais. Ça sera d'ailleurs le cœur en fait, de la du prochain forum que vous organisez le 24 septembre prochain à Orange. Alors Jacques a demandé, si j'ai compté, 15 fois pardon dans son discours du 26 novembre 2014. Moi j'aurais envie aujourd'hui de lui dire 15 fois merci pour son courage, sa fidélité, pour les justes combats et pour sa présence ici ce soir. Voilà, je vais terminer en
Merci Bruno. D'abord, je vous remercie de m'accueillir tous, parce que je venais souvent dans cette salle, mais depuis que je suis maire, je n'y viens plus. Donc ça fait 21 ans que je ne suis plus venu, et j'avoue à ma grande confusion que j'ai eu de la peine à la retrouver. Donc il était important que j'y revinsse pour reprendre le chemin qui l'y menait. Ça me fait plaisir de venir à Carpentras et de vous voir. Et non pas que j'aime pas ma circonscription à laquelle je me dévoue, mais je me retrempe dans mes promenades vauclusiennes. Je ferai aussi une réunion publique sur le même thème à Cavaillon dans les jours qui viennent. Et ça me paraît très important parce que le thème de la défense de la vie, c'est un thème qui est interdit. Et dans ce beau pays, encore beau pays qu'on appelle la France, qui normalement dans le temps était le pays de la liberté, savoir que la défense de la vie est un thème interdit, bah, c'est quand même très inquiétant. Et si je vous remercie d'être venu m'entendre, je dois vous confesser que ce que je vais vous raconter n'a rien de réjouissant, parce qu'en fin de compte, je vais vous parler politique, et je vais vous parler politique dans un pays où l'économie est détruite, l'environnement est détruit, le chômage règne, l'insécurité et le terrorisme se développent, l'immigration et l'accueil des réfugiés est en train de nous envahir alors que nous avons 6 millions de chômeurs. Et face à cette destruction de ce qu'ont bâti nos pères à la sueur de leur front et de leur sang, je me posais une question en venant. Est-ce que toutes ces calamités qui tombent sur notre pays et qui tombent sur l'Europe, moins sur certains pays d'Europe que sur le nôtre, ne sont pas dues à des erreurs ou à des crimes collectifs qu'aurait commis notre République, comme en particulier le développement cataclysmique de l'avortement. Et je me rappelais que dans les années 70, nous combattions contre la loi Veil, et je me rappelle cette époque où le Front National combattait la loi Veil. Ce n'est plus le cas, aujourd'hui elle la soutient, mais à l'époque elle le combattait. Nous étions allés avec Jean-Marie Le Pen et Marie-Claude Bompard, qui était d'ailleurs enceinte de Guillaume. Nous étions allés contre-manifester à une réunion de Mme Veil, et nous avions mené la contestation. D'abord, Jean-Marie Le Pen avait pris la parole, puis après, comme on ne le laissait pas trop parler, il y avait eu des échanges de mots, et puis le service d'ordre, qui était très organisé de Mme Veil, avait cueilli les manifestants les uns après les autres, et à un moment, c'est Marie-Claude qui a été cueillie, qui a été attrapée par 2 barbouzes, dont moi je me suis précipité, j'ai été aussi cueilli par 2 barbouzes, on nous a entraînés en dehors du cercle, et j'ai eu, c'est un souvenir que je ne perdrai pas. Je voyais le petit Jean-Pierre Bloch, député de Paris, qui donnait des coups de pied à Marie-Claude, qui était enceinte, et j'avoue que c'était assez remarquable. Elle a été sauvée, non pas par moi, puisque j'étais tenu, mais par un collègue chirurgien dentiste, avec qui on avait passé la journée dans un congrès de chirurgiens dentistes, et qui est intervenu, lui étant du côté de Mme Veil, qui est intervenu pour tirer des griffes de Marie-Claude de cette situation catastrophique. Alors, nous sommes dans un monde difficile, et les fondements du politique de la défense de la société, pour moi, si on veut défendre notre société, il faut d'abord défendre la vie. Or, comme je vous ai tout à l'heure, aujourd'hui c'est difficile de défendre la vie parce que notre civilisation européenne, on peut parler au-delà de la France, puisque hélas les lois européennes s'appliquent, est d'essence chrétienne. Elle s'appuie sur le décalogue, donc sur la défense de la vie, et voir que ce qui se développe aujourd'hui,
c'est le mépris de la défense de la vie et d'une manière systématique la destruction des plus faibles avec la validation. Et alors, la loi Veil avait ceci de remarquable, c'est qu'elle était prévue pour des cas extrêmes, hein, faite pour des cas extrêmes. Dès qu'elle a été passée, dès qu'elle a été votée, elle s'est déroulée pour toutes les demanderesses de manière systématique. Et donc ce qui devait servir exceptionnellement a servi de manière tout à fait générale. Et depuis la promulgation de la loi, nous avons régulièrement 220 000 avortements. 220 000 avortements par an. Et ce qui est remarquable, c'est que ces 220 000 assassinats correspondent à l'intégration de 220 000 immigrés légaux, auxquels s'ajoute un certain nombre d'immigrations illégales. Je vous ramène un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Je me demande s'il n'y a pas une punition des mauvaises actions de nos politiques pour nous montrer peut-être que nous ne sommes pas sur le bon chemin, que nous sommes sur le mauvais chemin. Mais ce qu'il y a de dramatique, c'est que alors que tout devrait nous tirer vers le bon sens, nous sommes régulièrement enfoncés dans les mauvaises directions par ce que j'appelle le système, ce que j'appelle le prêt à penser, qui ne permet pas aux citoyens, qui ne permet pas aux médias de dire autre chose que ce qu'il est bien élevé de dire. Et ce qu'il est bien élevé de dire, c'est exactement le contraire de ce qui est utile pour notre société. Alors, aujourd'hui, les uns mépriseront la question de l'avortement, jugeant que l'éradication des trisomiques et la disparition des 220 000 enfants chaque année n'est rien. Les autres promouvons les directives de mort anticipée, comme la sédation profonde afin de mettre en œuvre l'euthanasie. Le monde politique apparaît crûment comme le propagateur d'une idéologie totalitaire du progrès qui a pour but de changer l'homme, d'altérer l'homme, de le changer. On n'accepte pas l'homme tel que Dieu l'a fait, on veut faire un homme nouveau avec des tas de caractéristiques nouvelles, on veut pouvoir le moduler, choisir ses caractéristiques, l'immuniser de certaines maladies, lui allonger la vie, mais cet homme nouveau signifie la disparition de l'homme ancien, parce qu'il n'y a jamais cohabitation dans ces cas-là, et c'est le monde d'Orson Welles qu'on est en train de nous organiser et qui est organisé politiquement, financièrement payé par nos impôts et pour le plus grand bénéfice des gens qui gouvernent le monde, que nous évoquerons peut-être un petit peu tout à l'heure. Aujourd'hui, tout le monde sait cela. Quelquefois, on ne veut pas se l'avouer, mais dans la réalité, tout le monde sait cela. Et pourtant, rien n'est fait pour arrêter cette politique qui est destructrice de l'humanité, destructrice de notre civilisation. Et je vais essayer de vous décrire tout ça à travers 3 thèmes, en développant l'idéologie du progrès synthétiquement, en dénonçant le manque de résistance à l'ingérence de l'État dans non seulement notre vie, mais nos manières de penser, et également, le 3e vecteur qui fait que tout cela se développe, c'est la trahison de ceux qui devraient combattre cela. Alors, cette idéologie du progrès correspond tout à fait au thème de Prométhée. Mais quand Prométhée l'a bâti, son thème, il n'y avait pas l'outil pour le mettre en œuvre. Aujourd'hui,
l'outil existe, l'outil scientifique existe. Je lisais dans la presse de la semaine qu'on était arrivé à faire des souris sans œufs de souris, c'est-à-dire strictement par des tripatouillages des noyaux de la souris. Hein, mais sans papa, sans maman, ils sont arrivés à faire une souris. S'ils arrivent à faire une souris, demain, ils pourront faire un homme. L'homme veut devenir, par la technique, maître de tout et maître en tout. Et ce travail qu'ils font, ils le font contre les lois de Dieu. Cette réflexion débouche d'ailleurs dans notre Provence sur des œuvres connues, célèbres, qui fêtent les liens entre la nature et l'homme et l'harmonie du monde. Et je pense à Giono, dont toute la littérature est autour de ce thème. Une fois que l'homme croit avec Descartes qu'il est maître et possesseur de la nature, et avec le nominalisme que les sociétés se persuadent que la manière de désigner une chose peut en altérer la nature et l'essence, les fondements de la modernité sont jetés. Évidemment, ils trouveront leur paroxysme dans les projets de la Révolution française. Rappelons-nous un petit peu ce que voulait faire la Révolution française, ce qu'elle a d'ailleurs fait, et c'est exactement dans le même esprit que travaille le gouvernement d'aujourd'hui. Quelques idées que la Révolution assuma, c'est on instaura un culte à l'être suprême, puis à la déesse raison. Comme vous le savez, on changea les noms des mois et des semaines, on entreprit de réformer l'école pour qu'elle fabriquât des citoyens et non plus des hommes, on maria les prêtres, on changea la nature de la foi avec la constitution civile du clergé, on réforma les poids et les départements, les corporations et l'autorité parentale. En un mot, on changea la nature de tout structurellement pour changer la société humaine. Ces changements totalitaires étaient fondés sur 3 convictions profondes qu'ils ont toujours. La nation est une création idéologique de l'État. Les enfants appartiennent à la République et non pas leurs parents. N'est digne d'être un homme que celui que l'on désigne comme tel, que celui que la société désigne comme tel. Il faut d'ailleurs se rappeler, eux qui nous font des leçons d'antiracisme, comme ils traitaient, ces grands révolutionnaires, dans quels termes ils traitaient les pays des peuples africains ou américains. Sur ces piliers-là, la violence anthropologique pouvait naître et elle s'est développée. Elle s'est développée avec une nation créée par l'État qui est la famille. Alors ça, on l'a vu en France à l'époque de la Révolution, mais on l'a vu d'une manière tout aussi importante chez les parents chinois au paroxysme de l'ère Mao. Dans l'URSS, quand le communisme y régnait avec violence, et d'une certaine manière, on le voit aussi dans les pays, dans les États musulmans, où quand l'Iran était en guerre contre l'Irak, l'Iran faisait passer devant son armée des petits Iraniens pour déminer. Il déminait en se faisant sauter. Il est bien évident que quand on a une conception de l'humanité envers les enfants du peuple qui va aussi loin dans la charité, on peut se douter ce qu'elle peut donner pour les incroyants que sont ceux qui ne sont pas musulmans. Et on peut aussi y voir une image des enfants terroristes qui se font sauter avec des bombes autour du corps. Dans la conception traditionnelle, la nation est une famille de familles et non pas un corpus idéologique. Pour Aristote, la cité est le regroupement de l'amitié politique fondée sur la stabilité des foyers. La Rome antique perpétuera cela. Était membre d'une ville ou d'un clan, celui qui pouvait rendre hommage à ses ancêtres sur un champ de sa propriété. À partir du moment où la nation est une création idéologique, elle est en guerre contre la société et donc contre la famille. Nous y sommes en plein et chaque prise de position du gouvernement est une atteinte à la famille. On en reparlera peut-être. Il y a eu les atteintes par les textes de la loi, il y a eu les atteintes par la fiscalité, il y a eu les atteintes par la défiscalisation, il y a eu les atteintes en interdisant aux écoles libres de se créer simplement. On voit toute la malignité de l'État dirigée contre la famille.
Normalement, les familles ne laissent l'État agir que par délégation, parce qu'elle le veut bien. Elle lui délègue une partie, les familles délèguent une partie de leurs droits, naturellement, tels que l'exercice de la justice, l'exercice de la défense, l'autorité parentale durant le temps scolaire, hein, et l'enseignement durant le temps scolaire, je dis bien l'enseignement et non pas l'éducation. L'homme enraciné, c'est-à-dire l'homme qui est rare aujourd'hui parce qu'il y a surtout des hommes déracinés, l'homme enraciné est un homme conscient, informé et résistant. L'économie du bien commun, c'est celle d'Aristote, c'est-à-dire celle qui vise à ce que le foyer prospère et limite son investissement à sa propriété réelle. C'est le fondement laïque de l'interdiction du travail du dimanche, par exemple. L'armée du bien commun, c'est celle qui se bat pour la patrie charnelle et non pour une patrie idéologique. Hein? Et on connaît tous la phrase de Péguy, « Heureux les blés moissonnés ». L'école du bien commun, c'est celle qui donne les connaissances issues des héritages et non celle qui formate le petit de l'homme pour qu'il change la nation, qu'il s'y plie, qu'il se module à l'esprit de la nation. La loi sur l'égalité et la citoyenneté, avec le passage de la déclaration en autorisation obligatoire pour les écoles hors contrat, soit la volonté de complexifier l'école à la maison, c'est tout à fait cet esprit-là qu'ils mettent en place. Et de la même manière, quand on sait combien l'école de la République a combattu les langues locales, hein, le provençal chez nous, les autres langues dans leur pays, et quand on voit comment ils forcent parce que dans les écoles primaires et maintenant dans les écoles secondaires, on apprenne aux enfants issus de l'immigration à parler dans la langue maternelle, on se pose quand même des problèmes. Pourquoi fallait-il casser les racines culturelles des petits Français et pourquoi faut-il enraciner les petits d'origine étrangère dans leurs racines extérieures à notre pays? Pour nos adversaires, l'idéologie est là pour accomplir le progrès, c'est ce qu'ils appellent le progrès, contre l'équilibre réel et spirituel de l'homme. Pour cela, elle joue sur un certain nombre de passions tristes. Je vous en ai évoqué quelques-unes, mais il y en a d'autres. Alors j'évoque le volontarisme, mais le volontarisme, c'est, dans ce que j'explique, c'est l'idée selon laquelle l'homme peut tout décider en fonction de son unique désir. Ce n'est pas la critique de la volonté, c'est la critique de la volonté qui fait croire aux gens qu'ils peuvent changer la nature. Or, la nature, quand on la change, elle se venge, et elle se venge avec une brutalité que nous sommes en train de voir d'ailleurs. Ainsi, par cet esprit-là, les plans d'un seul pourront changer l'ordre des choses. Il s'agit bien entendu, comme je vous disais tout à l'heure, pas là de critiquer les efforts et le travail sur la volonté, mais bien de comprendre que l'homme doit accepter de ne pas être maître de toutes choses. Dans la tradition chrétienne, nous le savons, ce qui est à César est à César, ce qui est à Dieu est à Dieu. Les exemples actuels sont sur la recherche sur l'embryon, le transhumanisme, l'allongement de la vie, le choix de la façon de vivre, hein, décider. Le plus amusant d'exemple, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est le fait qu'on explique à nos enfants dans les écoles maintenant qu'ils choisiront leur sexe plus tard. Hein, qui n'ont pas un sexe quand ils rentrent à l'école, ils choisiront leur sexe, on ne sait pas lequel, et on leur montre tous les sexes qu'ils peuvent avoir. Hein, on les induit sur des pistes qui, hélas, ne sont pas des pistes naturelles, et qui sont des pistes condamnables même en dehors de toute morale, parce que l'homosexualité, ça entraîne des peines pour ceux qui en sont. Hein, ce n'est pas... on a tous dans notre relationnel des homosexuels et on sait qu'ils ont des problèmes existentiels lourds et on peut d'ailleurs le comprendre.
Le deuxième, c'est le confort, parce que le confort a un impact important dans l'idéologie du progrès. On sait ainsi que la vidéo promue par la Fondation Lejeune sur les trisomiques est bloquée dans sa diffusion par le CSA parce qu'elle risquerait de culpabiliser, de gêner un certain nombre de femmes. Et d'ailleurs, on le voit par une décision d'aujourd'hui de la ministre de la Famille qui vient d'interdire, qui crée un délit contre les sites internet qui défendent la vie, tout simplement, qui défendent la vie. Donc, nous sommes dans un dossier où le totalitarisme s'exprime avec brutalité, s'exprime avec d'autant plus de force que personne ne les critique. Enfin, personne, hormis des pincées de gens, mais quand on compare les gens qui osent critiquer cela aux gens qui se taisent parce qu'ils sont obligés de se taire ou parce qu'ils n'ont pas le courage de réagir, on voit bien qu'on est dans un monde totalitaire. Aujourd'hui, l'avortement de confort est une réalité statistique, mais également reconnue par la loi. On reconnaît que le droit à l'avortement, même sans condition médicale, sans condition morale, sans condition, c'est le choix de la libre volonté, du bon plaisir des mères. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose là aussi qui est terrorisant, parce que les mères ne font pas ça naturellement. Naturellement, les mères aiment leurs enfants, donc il faut les programmer pour qu'elles changent et pour qu'elles en viennent à ces extrémités qui les blessent définitivement et qui les meurtrissent définitivement. C'était le but d'une proposition de loi. Et c'est vrai que quand on discute avec des femmes qui ont subi volontairement ou non ces choses-là, elles sont éminemment traumatisées. On est passé ainsi du cas d'extrême limite du délai de réflexion, de la dérogation au régime de la dictature de confort. Et ça va plus loin que ça, c'est que maintenant, on y ajoute une connotation qui est tout aussi totalitaire, c'est la notion de la mode. Aujourd'hui, les femmes qui ne suivent pas les habitudes qui se développent, toutes les habitudes, il n'y a pas que celles-là, quand même, elles ne sont pas modernes, elles ne sont pas quand même très raisonnables, elles pourraient être un peu le totalitarisme est extraordinaire. Et dans le même temps, on veut vous développer d'autres moyens de procréer, on en parlera peut-être dans les questions, la GPA, tout ça est très effrayant. Troisième point de manipulation, c'est l'envie. L'envie est un moteur puissant de cette doctrine. Les faiblesses de l'homme, ses fragilités ne devraient plus exister. On l'a vu dans la discussion sur la loi fin de vie. Tout état de souffrance, de dépendance, de poids imposé aux proches est insulté. On évoque l'affaire Vincent Lambert, mais on me disait qu'aux Pays-Bas, aujourd'hui, un enfant avait été euthanasié. Donc, on euthanasie les enfants, on euthanasie les personnes âgées, on euthanasie ceux qui auront le cafard bientôt, peut-être ceux qui auront mal à la tête, on ne sait pas. On voit bien que tout ça est terrible. Tout état de souffrance. Oui. Par exemple, l'affaire Vincent Lambert, je l'évoquais, on pourrait la développer, mais elle est hautement significative de cela. La cohérence interne de l'idéologie du progrès. La sociabilité artificielle, deux idées s'affrontent. Soit l'homme est fait en société, notamment par la médiation familiale et la loi, c'est alors que la loi n'est alors que pour assurer l'ordre, c'est-à-dire le bon équilibre entre les droits et les devoirs. Soit il ne l'est pas, et ce sont les théories du contrat qui instaurent sa relation au monde. Le refus de l'ordre naturel, nous le voyons dans la dictature des ennemis de la foi, notamment à travers la christianophobie d'État, mais aussi
à travers des lois iniques contre la nature même de l'homme et de ses institutions. Hein, j'évoque là le mariage pour tous et autres billevesées. Et il y a un autre point, c'est que dans nos instances politiques dirigeantes et dans nos instances médiatiques, il y a une haine de la transcendance. Dès que vous invoquez quelque chose qui est au-dessus de nous, eh bien, il y a le mépris qui sort, il y a la répulsion. De la même manière, il y a un manque, une absence de résistance à l'intrusion de l'État. Quand un corps est vivant et sain, il résiste aux agressions. Aujourd'hui, notre société est malade et elle ne résiste plus aux suggestions de l'État. On le voit bien, puisque à l'Assemblée nationale, la défense pour la vie, pratiquement, je suis le seul à la porter. Hein, je suis le seul à la porter. On est 7 à la voter. C'est bien. 7 sur 757, on voit que ça pèse. Mais à la porter, je suis le seul. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Je ne veux pas jeter la pierre à personne. Alors, on doit quand même saluer, et avec beaucoup de plaisir, l'action de certaines associations particulièrement courageuses. Hein, la Fondation Jérôme Lejeune, que je soutiens financièrement avec ma réserve parlementaire, Alliance Vita, Choisir la vie, mais aussi des penseurs comme Grégoire Puquin, Guillaume Bernard, etc. Mais l'abandon politique est quasi complet. François Fillon a voté pour la résolution sur l'IVG, Nicolas Sarkozy a laissé la théorie du genre s'introduire à l'école, Marine Le Pen a sabordé le programme du Front National sur la question, et on sait, sur ces sujets-là, qu'ils obéissent à des ordres. Et Jérôme Cahuzac nous a livré le poteau rose, il a dit, et personne ne l'a contredit, tous les partis politiques ont reçu de l'argent des labos. Tous. Hein. Mais ils ne reçoivent pas que de l'argent des labos. C'est ça qui... Souvent, c'est encore plus inquiétant que l'argent des labos. La défense de la vie est interdite de passage dans les médias, sinon pour être victime d'une véritable vindicte. Ainsi, j'ai déposé une proposition de loi contre toutes les violences faites aux femmes qui a été moquée parce qu'elle mettait sur le même plan les futures mères qui doivent être protégées et les victimes d'agression. Mais les futures mères sont victimes d'agression. Hein, elles sont victimes d'agression, ne serait-ce que par les pressions qu'elles subissent. La famille. Le premier rempart d'une société, ce sont des familles fortes. Nous sommes à plus de 120 000 divorces par an en 214, auquel il faut ajouter, que personne ne s'en vexe, 100 000 ruptures de Pax. Nous sommes dans une société de déstabilisation de masse. Nous sommes dans une société déstabilisée. Et cette société est déstabilisée par un État inconséquent, par des lois inconséquentes, par des médias qui sont complètement fous. Et il y a une révolution réelle à faire, mais cette révolution, il faut voir comment on peut la faire. Certes, le divorce n'est pas une invention moderne, mais il ne nous appartient pas de critiquer le cœur et les violences psychologiques d'un couple. En revanche, il faut noter que l'État avantage largement la séparation des couples et donc encourage une société de la paupérisation monoparentale. C'est cela qui dicte de plus en plus le poids de l'État sur le quotidien. Une nation forte est une famille de familles, c'est-à-dire un corps social renforcé par son homogénéité. À tout cela s'ajoute, ne désespérez pas, je ne suis pas là. À tout cela s'ajoute une violence géographique. On oublie trop souvent qu'une nation, c'est aussi un lien avec son environnement, avec sa nature, avec son paysage, avec ses corps constitués, avec la représentation administrative et géographique. Vous savez qu'on déracine les gens qui travaillent, on les promène d'un coin au bout non seulement du pays, mais du monde, mais également la stratification politique française est en voie d'être perturbée aujourd'hui autant qu'elle a été perturbée sous la Restauration. Sous la Révolution. La Révolution française voulut régénérer le pays en créant les départements, l'URSS en changeant le nom des villes. En France, nous connaissons le même phénomène.
La loi NOTRe, dictature des intercos, contribue à détruire le tissu administratif français. Aujourd'hui, les intercos sont là pour faire disparaître les communes étant la strate qui marchait le moins mal, ou le mieux, comme vous voulez. Donc on casse ce qui marche le mieux, sachant que le reste marche déjà tellement mal que c'est même plus la peine de casser, ça ne sert plus à rien. Donc il y a une volonté de tout détruire, de tout casser. L'État organise la dépossession du pouvoir par les locaux tout en prétendant faire de la décentralisation. Il y a un lien logique avec la vie. Sans armature locale forte, nous n'avons donc peu de chances de pouvoir nous défendre. Et enfin, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la trahison partisane. Le rôle des partis, c'est de représenter et de défendre les citoyens. Représenter et défendre. Hein? Représenter et défendre. Or, on le voit bien aujourd'hui, tous les partis trahissent leurs électeurs. Et il y a à cela une raison naturelle, c'est qu'on a dressé les citoyens comme des petits chiens, on les a dressés à voter pour des partis. Donc ils votent pour des partis, on les a dressés. Mais si vous votez pour des partis, les gens que vous élisez ne vous doivent rien, puisqu'ils doivent leur étiquette au parti. Donc on élit des gens qui doivent tout au parti, qui ne vous doivent rien, il ne faut pas s'étonner si ensuite vous êtes trahis. De Gaulle a institué la Ve République parce qu'il voulait arrêter la République des partis, la 4e République des partis. Aujourd'hui, la 5e est bien plus la République des partis que la 4e. Donc effectivement, il faudrait peut-être un peu en changer. On peut en parler longuement. D'abord, les partis, on sait qu'ils sont corrompus, au moins intellectuellement. On le voit bien puisque quand on passe d'une gestion de droite à une gestion de gauche, c'est la même chose qui se passe. Et on voit bien au Conseil général que, en fin de compte, le Front National défend les mêmes positions exactement que ce que défendent les autres. Hein, et que défend surtout la gauche, en votant par exemple pour la construction d'HLM, alors qu'il faudrait d'abord rendre les HLM existants habitables et se débrouiller pour que les HLM ne soient pas là pour accueillir les réfugiés ou les immigrés, qu'ils soient là pour accueillir les citoyens français qui sont mal logés. Donc ça, ce n'est pas fait et seuls nos élus de la Ligue du Sud défendent cette position qui est totalement cohérente et que personne ne peut combattre. Je la défends aussi dans mon conseil municipal. J'ai 3 gauches ou 4 hystériques. Sur ce point-là, ils ne montent pas au créneau parce que c'est indéfendable hein, de nous combattre là-dessus. Donc, il y a une trahison des partis qui se voit sur tous les thèmes. La défense de la vie, aucun parti n'y est monté au créneau. La lutte contre l'avortement, personne n'est monté au créneau. J'étais le seul. Même mes amis qui ont voté pour moi, ils sont sortis pendant que je faisais mon discours. Parce que quand même, c'était embêtant d'écouter ce que je disais. Mais ce que je dis, je revendique. Hein. Vous pouvez le trouver sur mon site. Et si ça ne vous plaît pas, dites-moi-le, parce que je crois que c'était particulièrement cohérent. Alors, il faut absolument sortir de ce système mortifère, de ce système calamiteux. Moi, j'espère qu'un jour, au tribunal de l'histoire, tous les hommes politiques qui ont trahi les Français seront jugés. Parce qu'il s'agit là de haute trahison. Il y a un nombre de crimes colossaux qui sont commis. Hein, les Français souffrent dans leur chair, dans leur portefeuille, dans leur âme, par ce que font les hommes politiques de l'établissement politique. Et cet établissement politique, alors pendant un moment, c'est vrai qu'on disait, il y a la gauche et la droite, c'est pareil. Heureusement, il y a quelque chose d'autre. Bon. Et puis aujourd'hui, il y a la gauche et la droite, oui, c'est vrai, et les alternatives du système, ils ont donné toutes les preuves qu'ils faisaient partie du prêt à penser. Ils ont apporté toutes les preuves. Hein, ils n'ont pas combattu le mariage homosexuel, ils n'ont pas combattu pour la vie, ils ont donné des gages à tout ce qu'il faut donner pour bien montrer... ne vous inquiétez pas, certes on a un discours qui est un petit peu différent, mais dans les faits, on sera sage, on sera couché, on fera ce qu'il faut faire. Donc il faut en sortir.
François Thiers travers quelques points. Il faut rebâtir la natalité. C'est facile à faire. Hein. On poserait la question si ça vous intéresse. Il faut arrêter les grands remplacements. Hein. Moi, je ne suis pas du tout contre l'Europe. Je suis pour la défense de toutes les prérogatives françaises, mais je ne suis pas du tout contre l'Europe. Et l'Europe, si elle se faisait, puisque ce n'est pas l'Europe que l'on a, ça sera une chance pour la France, parce que entre nous, on a un problème, c'est l'islamisme. Hein, l'islamisme. Ce n'est pas le thème du débat, je ne vais pas y rester longtemps, mais l'islamisme. L'islamisme a des alliés dans tous les partis, j'espère que vous l'avez vu, hein. Tous les partis disent « nous avons un vote musulman hein, », tous. Et nous tenons à garder notre vote musulman. Donc, à partir de ce moment-là, on est couché. Puis, je dois vous dire aussi qu'il y a beaucoup d'argent qui circule depuis les pays du Moyen-Orient. Ils ne savent pas qu'en faire des valises, donc ils les distribuent à qui vient en demander. Ça c'est pas compliqué. Donc, pour combattre cet islamisme, la France aujourd'hui est totalement incompétente. Nous sommes totalement inadaptés à combattre l'islamisme. Avec l'Europe, on aurait quand même un peu de répondants, on n'aurait pas tout à fait perdu. Donc, il faut rebâtir, et je crois que c'est le premier point. La défense de la vie, la défense de la natalité, c'est le premier point, c'est la chose la plus urgente qu'il faut mettre en place. Alors, vous allez me dire, et après je vous lâche la parole, vous allez me dire que si on ne peut pas s'appuyer sur des partis, comment on fait pour changer le personnel politique? Ben, moi, j'ai réfléchi beaucoup, vous en doutez, puisque je fais de la politique depuis longtemps, et je ne vois qu'une solution. Mais c'est une solution difficile. Quelle est la solution facile quand vous voulez faire de la politique? Et puis, quand vous voulez faire de la politique pour vous, parce que vous voulez être maire de Carpentras, par exemple. Hein? Si vous êtes maire de Carpentras facilement, sans vous fatiguer trop, il faut que vous alliez dans un grand parti. Dans un gros parti, on n'ira pas grand. Hein? Vous êtes dans un gros parti, et puis, avec un peu de chance, peut-être, vous allez devenir maire de Carpentras. Mais dans ce contexte-là, vous voulez devenir maire de Carpentras pour vous, puisque vous n'allez pas chercher à gagner les électeurs, vous allez obéir au parti. D'ailleurs, on ne peut pas faire quand même un gros parti, on peut faire autrement qu'obéir au gros parti, sinon on en est éjecté. Hein, je peux vous en parler longuement. Bon, donc, ce n'est pas en passant par un gros parti qu'on peut changer les choses. Hein. La seule manière de changer les choses, c'est de faire de la politique sur le terrain. Hein. Il faut faire de la politique sur le terrain, et je crois qu'il y a une providence pour ceux qui descendent, mener le combat sur le terrain, sachant qu'ils vont mener un combat difficile, long, ardu, où il y aura des coups à prendre, beaucoup de coups à prendre, et par contre, on gagnera l'amitié, l'amour de ses concitoyens, et donc le vote. Hein, mais on le gagnera non pas par une étiquette, mais par l'amour et l'attention qu'on leur aura donné, montré, et qu'ils méritent. Si on veut quelque chose d'eux, il faut nous aussi leur donner quelque chose. Alors moi, je crois qu'il y a une providence, mais elle ne passe pas par le haut, elle passe par le bas. Hein. Je ne crois pas que... Je crois que tous les candidats à la présidence de la République que nous allons avoir lors des prochaines présidences, il n'y en aura aucun de bon. Je suis certain qu'il n'y en aura aucun de bon. Je ne sais même pas s'il y en aura un qu'on pourra espérer être moins mauvais que les autres. Parce que vous êtes des observateurs de la politique comme moi, chaque fois, cette 5e République, moi c'est toute ma vie politique, elle s'est faite dans cette 5e République. Donc je connais tous les présidents de la République. Chaque fois qu'on avait un président de la République, on pensait que c'était une calamité. Je parle pour moi, je ne parle pas pour vous. Moi, chaque fois que j'ai eu un président de la République, à la 5e, je trouvais qu'il était calamiteux, même le premier, hein, si vous voulez, on en parlera. Bon. Je disais, c'est pas possible, on trouve pire. Et le suivant, il était pire. On dit, celui-là, on ne pourra pas trouver. Et le suivant, il était encore pire. Et chaque fois, on a pire. Chaque fois, on a pire. Et là, j'ai peur qu'une fois de plus, on est pire. Et je crois qu'on a pire parce que
on croit à la poupée qui tousse, on croit à la télévision. La télévision n'est là que pour vous mentir. Elle ne vous passe que des menteurs. J'en ai une belle preuve. J'ai été candidat au régional il y a 10 ans. J'étais maire d'Orange, candidat au régional. J'ai eu un petit accès à la télévision. Pas beaucoup, mais j'ai eu un petit accès quand même. J'ai eu accès à la télévision. Bon, là, je suis député, je mène un combat à l'Assemblée nationale qui devrait être remarquable, puisque je suis le seul à le mener. Quand vous êtes qu'un, vous êtes au moins un original. Au titre d'être un original, il est censé, il est normal qu'on vous montre combien vous êtes bête, combien vous dites des bêtises, hein, combien c'est facile de rigoler de vous. Hein, eh bien non, je n'ai eu rien à la télévision. Je n'ai rien. J'ai été totalement tricard pour servir à la télévision. J'ai été interviewé durant ces 5 ans, la première année, sur le mariage gay, parce que j'étais le seul opposant à oser y aller. Dès que des autres y sont allés, j'ai été effacé. Et depuis, on monte dans l'Assemblée, mais on ne me passe rien parce que je défends les Français. Et parce que je suis le seul à défendre réellement les Français. Donc, le combat est difficile. Mais si je me sens un peu isolé à Paris, encore que je ne vous cacherai pas qu'il y a beaucoup de gens de droite et de gauche qui sont contents de venir me serrer la main, de parlementaires. Hein. Ils sont contents, et vraiment ils sont contents de venir me serrer la main. Hein. Bon, quand je suis dans Orange, autour d'Orange, quand on me connaît là où on parle un peu de moi, où on parle de moi surtout de bouche à oreille d'ailleurs, là, je ne m'inquiète pas. Hein. Je ne m'inquiète pas pour les élections qui viennent. Même quels que soient les candidats qu'on me présente. Bon, pourquoi? Parce que je travaille pour mon peuple, hein, là, dans l'occurrence, mon peuple d'Orangeois, mon peuple du Nord-Vaucluse. Les gens le savent, et même des gens qui n'ont pas les idées que je défends, parce que si on regarde bien les idées que je défends, elles sont quand même pas très à la mode. Hein. Je défends des idées qui étaient à la mode du temps où la France était un pays de bon sens. Ça a existé. Ça a existé. Bien, malgré que je ne défende plus des idées à la mode, que je défende des idées d'un autre temps, d'un temps où le bon sens régnait, les gens sont d'accord avec moi.